Donc, le sujet d'aujourd'hui, comment évaluer le bien-être animal en captivité. Je vais mettre ça un petit peu plus gros, comme ça ici. Donc, c'est un peu la suite d'hier, hein, ça va dans le même sens. Et on dit souvent qu'il y en a plusieurs qui disent que c'est pas possible d'évaluer le bien-être animal en captivité, alors que oui, c'est tout à fait possible. On peut évaluer les conditions de vie en captivité, mais comme on a vu hier, on peut faire un budget d'activité quotidienne qui va nous dire vraiment le bien-être animal, qui va être un bon indicateur du bien-être animal en captivité. C'est sûr que si je vais, par exemple, dans un zoo, dans un refuge, puis on me demande, normalement, c'est pas le zoo qui va le demander, là, c'est une organisation extérieure, je ne peux pas évaluer 300 animaux là, dans une même journée, là, ni 100, c'est impossible. Et encore moins faire un budget d'activité quotidienne dans une journée, ce n'est absolument pas possible. Par contre, je peux évaluer les conditions de vie de quelques groupes d'animaux. Dans une journée, je ne peux pas faire un établissement au complet. Donc, je peux évaluer quelques-uns et je peux, au lieu de faire un budget d'activité quotidienne, je vais faire autre chose, puis je vais vous le montrer comment le faire. Je ne sais pas si Claire est ici avec nous. Claire, est-ce que tu es présente? Claire est supposée d'être là, chez elle. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, c'est comme une charte là, que moi j'ai, que je me suis fait pour évaluer les conditions de vie en captivité. C'est sûr que si je prends le budget d'activité quotidienne, je vous l'ai montré hier, mais je ne pense pas. Bonjour Adriana. Je ne pense pas que je vous ai dit qu'il fallait faire une moyenne. Là, je ne me souviens pas si je l'ai mentionné. C'est sûr que ça, c'est enseigné dans les cours d'éthologie avancée, là, mais quand même, pour faire le budget d'activité quotidienne et faire le graphique, comme j'ai montré hier là, pour Cindy, par exemple, la petite femelle renard arctique, c'est sûr que à chaque jour, j'évalue supposons que je fais 3 heures d'observation à 1 minute d'intervalle, ça me fait 180 comportements que j'ai évalués, que j'ai notés dans une journée. Donc, si je fais ça pendant 10 jours, je vais multiplier, je vais additionner mes occurrences. Là. Donc, si j'ai eu 20 occurrences, 20 comportements de locomotion, je vais les additionner ensemble au fil du temps. Et après ça, je vais diviser par mon nombre de jours, ce qui va me faire une moyenne. Ma moyenne, c'est ça mon résultat. Et c'est ça qui va être exprimé sur le graphique. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je fasse beaucoup de jours, beaucoup d'heures d'observation. Si j'en fais pas assez, si ma mesure, elle ne sera pas juste, elle ne sera pas réelle. Parce qu'on sait qu'on a une marge d'erreur. C'est ce que la statistique va révéler. Là. Quand je fais mes analyses, mes résultats, je vais utiliser un logiciel de statistique et c'est lui qui va évaluer ma marge d'erreur. Donc, c'est ça que j'avais oublié de mentionner, je voulais vous le dire. Et OK, ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, comment évaluer le bien-être? Là, je vais vous montrer ma charte à moi. Qu'est-ce que j'utilise comme point d'évaluation pour les conditions de vie en captivité. Donc, c'est mon introduction à la vie en captivité. Ça, on l'a vu hier. Ça, c'était l'éthogramme des renards arctiques. Bon, budget pour Yonam et le budget pour Cindy. Donc, c'est sûr que ça, on ne se trompe pas, là, mais ça prend beaucoup d'heures d'observation. Donc, les conditions de vie, la première des choses, on va évaluer l'habitat. Et dans mon évaluation d'habitat, j'ai quelques points aussi, j'ai quelques points à revoir. Hier, on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on a vu qu'il y avait 3 types d'habitat. On a l'habitat de type naturel, l'habitat de type artificiel, puis on a ce que je vais appeler semi-naturel ou semi-artificiel. Donc, l'habitat, on va regarder si la grandeur, est-ce qu'elle est appropriée pour l'espèce? Ça, je vous dis que la réponse est toujours non,
parce qu'en captivité, c'est toujours trop petit. Mais c'est sûr qu'on peut juger, bon, dépendamment des jardins zoologiques ou des refuges. C'est rare que les refuges ont beaucoup de budget, là, mais il y a des jardins zoologiques qui ont beaucoup de budget, donc ils vont donner plus de grandeur pour permettre aux animaux de se comporter le plus possible comme dans leur milieu naturel. L'habitat, bon, c'est ça, on le qualifie, si c'est naturel ou artificiel. Et chose très importante, est-ce qu'il y a des abris contre les intempéries? On l'a vu hier avec les petits oursons noirs, il y avait des petites cabanes. Bon, ça peut, c'est un abri, oui ou non, parce que si la pluie venait de face, la petite cabane a été inondée. Donc, c'est pas vraiment un abri. Ça prend aussi un abri pour se distancer des congénères, si on veut avoir la tranquillité, la paix. Ici, on est à proximité des visiteurs, bien également, l'abri va servir à ça. S'isoler des visiteurs, bon, ça j'ai dit. Est-ce qu'il y a un aménagement qui permet d'exprimer des comportements typiques de l'espèce? Là, je n'ai pas de photo de ça, là, mais au Parc Aquarium à Québec, on a mis 6 millions de dollars pour rénover l'habitat des ours polaires. Et franchement, c'est tellement décevant, là, c'était mieux avant. Alors, il aurait dû réaménager l'avant et leur faire un petit peu, leur faire mieux, mais là, ils ont tout défait au complet. Et là, ce qu'il y a, malheureusement, il y a de la roche et des blocs. Des blocs, je ne sais pas, mais les ours polaires ne vivent pas dans les roches, là. Ils vivent une grande partie de l'année dans la toundra arctique. Alors, la toundra arctique, il y a beaucoup de végétation. Alors là, il n'y a pas de végétation. En tout cas, je n'ai pas trop compris le principe. Il n'y a pas grand monde qui a pu le comprendre non plus. Donc, on évalue l'habitat au meilleur de nos connaissances. L'eau et l'alimentation. Alors, l'eau, il y a l'eau pour boire et il y a l'eau des bassins. Je vais vous montrer tout à l'heure des photos, là. Donc, l'eau pour boire, il faut qu'elle soit propre en tout temps. Il faut que les animaux aient accès en tout temps. Si vous vous souvenez hier, dans l'habitat des oursons, je vous ai dit que c'était un plat, là, comme un genre de plat pour les chiens. Donc, il n'était pas attaché, pas de support, rien. Donc, en moins de 30 minutes, les oursons ont renversé le plat, donc il n'y a plus d'eau. Donc, ça prend quelque chose il y a beaucoup de choses qui se vendent aujourd'hui, là, avec, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, ça, mais buvette. Bon, c'est ça le mot, buvette. Et ça reste toujours propre. Alors, les animaux ne peuvent pas jouer dans l'eau. L'eau demeure propre. L'eau, elle sort sur succion. L'eau des bassins, il faut que ça soit propre aussi en tout temps. Donc, il faut qu'il y ait des systèmes pour que l'eau soit propre en tout temps. Je vais vous montrer tout à l'heure des photos. Ce n'est pas tellement joli. L'alimentation, très important. Est-ce qu'elle est appropriée pour l'espèce? Est-ce qu'il y a une variété ou est-ce que c'est toujours le même menu? Je vais vous dire que les renards arctiques, quand on était là, c'était toujours le même menu, viande chevaline. Viande chevaline et il y avait des œufs, mais qui étaient cassés. Alors que, puis là, on leur donnait le jaune comme ça, là, ça s'étirait, c'était vraiment pas beau. Remarquez que les renards s'en foutent, que ce soit beau, pas beau. Mais ça aurait été préférable de leur donner l'œuf au complet, avec la coquille. Parce que dans leur milieu naturel, c'est ce qu'ils font. Ils vont voler des œufs, des oiseaux, et ils les rapportent pour la famille. Faut se rappeler que le renard arctique, il est très joli, il est très beau, il a le petit toutou. C'est un carnivore, c'est un prédateur. Il a des bonnes petites dents, il n'y a pas de problème avec un petit œuf. La qualité de l'alimentation, j'ai déjà vu des primates avec des fruits, mais vraiment dans des conditions épouvantables. Moi, si je ne peux pas manger un fruit parce qu'il n'est pas bon, je ne le donnerai pas à mon chien. Ça, c'est certain, là. Et là, les oranges n'étaient pas de bonne qualité, puis les pommes à moitié pourries, vraiment pas beau, là. Puis on donnait ça. L'horaire, est-ce que c'est toujours le même horaire? Souvent, dans les établissements, c'est toujours le même horaire, heure fixe, et les animaux viennent très, très, très réactifs à ça. Ils sont
Ils attendent le repas une demi-heure avant, on commence à s'énerver. Ils savent très bien, ils sont réglés comme une horloge. Donc ça, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas de variété. Ça prend de variété dans leur vie. Comme il n'y a pas, c'est leur principale activité dans le milieu naturel, c'est quoi? C'est de se trouver des ressources alimentaires. Et là, ils n'ont pas à le faire. Et si c'est toujours à la même heure en plus, ben c'est sûr que ça les dérange au point de vue des comportements. Donc, ça, c'est pour l'alimentation. Reproduction. Ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, énormément de choses. La reproduction, en fait, il y a des choses qu'il faut demander aux soigneurs parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas si c'est un endroit qu'on ne connaît pas, des animaux qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas leur horaire, on ne sait pas rien de leur alimentation, donc il faut poser des questions. Pour la reproduction, alors il faut s'informer, c'est à quelle fin il y a de la reproduction? À quelle fin? Alors souvent, la reproduction, c'est pour avoir des bébés. Les bébés attirent les foules. Ça, c'est inévitable. Les bébés, c'est payant. Ça attire les foules. Souvent, il y a des concours. On va faire un concours pour nommer le nom du bébé. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec, c'est quoi l'avenir de ce bébé-là? Il faut penser à ça. C'est quoi son avenir? Si on prend, par exemple, une lionne qui a 8 lionceaux dans une portée, ils ne resteront pas tous là. Donc, c'est sûr qu'ils vont être vendus ou échangés. Les zoos qui font partie des zoos enregistrés là, dans une association de zoos. Au Québec, on en a une, il y en a une au Canada, mais il y en a une qui est mondiale aussi où on s'échange. Il n'y a pas d'argent. Si on s'échange, bon, je peux échanger un bébé lion contre telle chose, ou il y a aussi des partenariats, là, des prêts temporaires d'ours mâles, ours polaires, par exemple. Ça se fait beaucoup là, entre le zoo de Toronto et le zoo de Saint-Félicien, par exemple. Mais les zoos qui ne sont pas des zoos accrédités, c'est le mot que je cherchais, les zoos accrédités, eux, ils vont vendre. Et malheureusement, ils vendent n'importe où parce que c'est un commerce. Donc, c'est arrivé qu'on a un zoo au Saguenay qui, lui, vend des bébés tigres en Thaïlande, la pire pays qu'il n'y a pas pour envoyer un tigre. Fait que c'est ça, là. Fait que la reproduction, ça sert à quoi? Ben, l'habitude, c'est un commerce, là. Un zoo, c'est un commerce. Aux États-Unis, tous les refuges qui veulent être accrédités par le gouvernement américain et qui vont avoir des subventions, bon, tout ça, il faut absolument que tous les mâles soient castrés. C'est obligatoire dans les refuges. Donc, si on veut, ça devrait être la même chose. Ici, on n'a pas ce règlement-là au Québec, mais ça devrait être une règle. Que si tu te prétends refuge, bien à ce moment-là, tes animaux, tes mâles sont castrés. Et je voulais dire quelque chose, puis là, je l'ai perdu. Il y a un refuge au Québec, c'est un très, très bon refuge. Eux stérilisent les femelles et les mâles sont castrés. Alors, les femelles étant stérilisées, ben, sont certains que ça n'attirera pas, par exemple, comme ils sont en plein bois, ben, ça n'attirera pas des ratons laveurs, etc. Donc, c'est une très bonne chose de le faire. Et plus ça va, je ne sais pas comment c'est en Europe, là, mais ici, là, ça commence à être gênant de dire que tu as un zoo. Alors, la plupart, plusieurs zoos là, qui se prétendent refuge. Ils appellent ça zoo-refuge, zoo, parce que ça paraît mieux refuge. Puis là, tout à coup, tous leurs animaux proviennent de un zoo qui a fermé, alors qu'on sait que ce n'est pas toujours vrai. Donc, c'est préférable quand même d'avoir des zoos accrédités parce qu'au moins, la génétique est contrôlée, puis il n'y a pas d'animaux qui sont accouplés avec une mauvaise génétique. Il n'y a pas de consanguinité, puis on prend les meilleurs reproducteurs pour conserver l'espèce comme elle doit être. Parce que là, ici, on a des hybrides et les hybrides s'accouplent avec d'autres hybrides et ça cause vraiment des problèmes là, comment je pourrais dire ça, là? Tout genre de problèmes. Là. Ça peut être des problèmes physiques, physiologiques, toutes sortes de problèmes.
neurologiques, c'est le mot que je cherchais, les problèmes neurologiques des animaux qui ont des tremblements, des animaux qui boitent. Donc, c'est néfaste. Mais ça, on n'a pas de règlement sur ça. Le seul règlement qui existe, c'est qu'il faut laisser les nouveau-nés avec leur mère. C'est ce qui c'est comme ça va de droit, là, mais il y a des places où on enlève les bébés à leur mère et on les met dans une pouponnière, ce qu'on appelle une pouponnière. C'est un grand établissement, donc il y a beaucoup de place et c'est pas pour rien, là, parce que normalement, les zoos n'ont pas de pouponnière comme telle. Puis ça peut arriver, oui, ça arrive que des mères rejettent leur nouveau-né. Ça peut arriver. Souvent, c'est à la première portée. La mère ne sait pas trop quoi faire, elle est nerveuse, ou la mise bas a lieu plutôt que prévu. Les soigneurs n'ont pas eu le temps d'isoler la mère. Ça peut arriver. Mais que ça arrive à chaque année, puis chez les lions, chez les cougars, chez les tigres, ça, on peut en douter. Donc, reproduction, il faut poser beaucoup de questions. Et quand on dit qu'on fait de la reproduction pour la conservation des espèces, ben je m'excuse, mais si ce n'est pas un zoo accrédité, ça n'a pas de valeur, là. Ça n'a aucune valeur. Ça prend vraiment une bonne génétique, puis il faut que ce soit contrôlé. Les zoos accrédités, tous les parents, tous les animaux, de toute façon, sont enregistrés. On leur pédigré, on leur bagage génétique, c'est formule sanguine, tout est là. Tout. Donc, c'est ça. Et reproduire des espèces, reproduire des animaux sous prétexte qu'on conserve des espèces. Mais si on conserve des espèces pour les retourner dans d'autres zoos, je pense pas que c'est une bonne idée. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la reproduction. On va s'intéresser aussi aux interactions. Alors, est-ce qu'il y a des interactions avec les humains? Donc, s'il y a de l'entraînement, c'est sûr qu'il y a une interaction. Mais est-ce qu'il y a aussi, comme la place que je vous parlais tout à l'heure, pouponnière, des heures de flattage, là, flattage de loups, de jeunes loups arctiques, des louveteaux, flattage de bébés cougars, de bébés tigres. Est-ce que ça existe? Parce que c'est très, très néfaste. Ça stresse les bébés, là. Donc, c'est des choses à vérifier. Climat. Est-ce que les animaux qu'on voit, est-ce qu'ils sont dans un climat qui est approprié pour eux? Alors, si je prends l'exemple de l'ours polaire, est-ce qu'il est adapté pour vivre dans des régions chaudes? Un ours polaire qui vit au Mexique, il y a beaucoup de difficultés. Effrayant. Les ours polaires qui vivent au Québec ont énormément de difficultés en saison estivale. Alors, on peut avoir des températures avec le facteur humidité qui vont jusqu'à 40 degrés. Alors, l'ours ne perd pas sa couche de graisse là, parce qu'il est en été. C'est comme ça, lui, il vit comme ça à l'année. Donc, c'est très néfaste. Donc, c'est quelque chose qu'il faut noter. Les ours polaires, c'est fait pour vivre dans des régions froides. Ça, c'est un exemple avec les ours polaires, mais il y a d'autres exemples aussi, évidemment. Les interactions avec l'humain, ben ça, j'en ai parlé. Vie sociale, OK. Vie en groupe, vie sociale et interaction. Est-ce qu'on voit si vous voyez un groupe, est-ce que vous voyez des interactions? Si oui, c'est lesquelles? Est-ce qu'il y a du jeu? Est-ce qu'il peut y avoir des interactions? Ça peut être des interactions agressives. Tout ce que vous pouvez voir, vous le notez. Maintenant, vie en groupe. Pour les animaux qui vivent en groupe dans le milieu naturel, c'est très important qu'en captivité, ils aient la même vie. C'est la vie en groupe. Surtout pas une vie solitaire, là, ça va les faire mourir. Et en captivité, il y a une chose qu'on va faire, une exception. Pour les animaux qui ont une vie solitaire en milieu naturel, en captivité, c'est préférable qu'ils soient avec un autre animal. Pourquoi? Parce que même si on dit que c'est une vie solitaire, que c'est un animal qui vit de façon solitaire, il n'est jamais solitaire à 100%, jamais. Parce que dans son milieu, dans son environnement, ben, il y a d'autres sortes d'animaux, il y a des oiseaux, quand il fait une chasse, il y a une relation prédateur-proie. Bon. Et en captivité, c'est pour ça qu'on voit toujours, bon, on a un couple de tigres, alors que le tigre vit de façon solitaire. L'ours polaire, on ne les laisse pas seuls, donc c'est toujours soit des jeunes ensemble ou un couple, mâle-femelle. Donc, c'est une bonne chose qu'on ne les laisse pas seuls. Bon, enrichissement.
on en a parlé hier. Là, j'ai mis beaucoup de points d'interrogation parce qu'il y a beaucoup de choses à se demander. Donc, quelle sorte d'enrichissement qu'on voit? Est-ce que vous voyez, par exemple, des jouets pour chiens? Puis que dans le fond, les animaux, ça ne les intéresse pas du tout. Est-ce que vous savez si on fait émettre des odeurs? Ça n'a pas beaucoup de résultats. Vraiment pas beaucoup. C'est assez faible comme résultat. Enrichissement, est-ce que c'est un enrichissement genre spectacle? On fait un spectacle, puis on demande des choses à l'animal, puis on lui donne des petites récompenses. Donc, tout ça, c'est des enrichissements artificiels, surtout avec les jouets. Et est-ce qu'on fait de l'enrichissement suite à des études où c'est basé sur des articles? Il y a des zoos qui le font, ça, puis c'est assez bien. Donc, quand vous êtes là sur place, vous posez des questions, mais vous observez aussi. Il faut beaucoup observer. Et quand vous commencez à faire ça, je peux vous dire une chose, c'est que quand vous allez aller dans un milieu où il y a de la captivité, vous ne verrez plus ça jamais de la même façon. Là. Tout de suite, en arrivant, vous allez voir, ah, ça c'est bien, ça c'est... On a un autre œil. Les comportements. Bon, là, les comportements, c'est multiple. Tout ce qu'on voit comme comportement, il y a des comportements, il peut y avoir des comportements agressifs, il peut y avoir des stéréotypies, il peut y avoir du jeu, il peut y avoir différentes choses. Donc, vous observez, puis vous notez tout ce que vous voyez. Là, on ne fera pas, dans ce cas-là, on ne fait pas d'activité quotidienne, comme je l'ai dit au début. Mais quand même, on fait un rapport pour la personne ou l'organisme qui nous a demandé de le faire. Donc, on va noter tout ce qu'on voit. Soins médicaux, ça c'est un point très important. Donc, ici au Québec, on a des règlements. Les règlements ont été changés en 2018, sont beaucoup moins sévères. Axés plus un peu sur le bien-être animal, mais on n'exige plus de vétérinaire systématiquement là, si on a des animaux exotiques. Avant, on exigeait, même si tu avais juste un petit singe, ça prenait un vétérinaire avec une clinique installée, avec tout ce que ça prenait là, pour faire les soins. Maintenant, c'est changé, ça fonctionne par classe. Avant, c'était permis de jardin zoologique, permis de centre de conservation de la faune. Maintenant, ça ne marche plus comme ça. C'est permis de garde d'animaux en captivité. Et là, il y a différentes classes de permis et il y a différents groupes. Donc, plus tu as d'animaux, plus ça te prend toutes sortes de choses. Je ne me souviens pas comment ça... Je pense que ça prend 300 animaux. Je ne suis pas certaine. Là. 300 animaux et là, tu es obligé d'avoir un vétérinaire à temps plein. Je pense que c'est 500. C'est 300 ou 500. Au début, si tu as 10 animaux, ça te prend tout simplement un contrat avec un vétérinaire, puis une visite aux 3 mois. Ce qui n'est pas beaucoup. Vraiment, c'est vraiment pas beaucoup pour venir vérifier. Là. Et tu as besoin d'une technicienne en santé animale aussi. Je ne me souviens pas non plus si à partir de tant d'animaux. Mais je pense que moi, dans mon cas, au centre de recherche, là, je voudrais avoir une technicienne en santé animale. Parce que la technicienne, ben, elle peut donner des vaccins, elle peut donner des médicaments, elle peut dresser la liste de tout ce qu'on a de besoin, elle peut examiner les animaux, en prendre soin. Donc, je pense que ça prend quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine. Donc, une technicienne, je pense que c'est approprié. Avec, on se fait une petite clinique, sans que ce soit une clinique médicale top shake, sophistiquée. On peut se faire un petit coin de clinique médicale, puis on installe nos choses, puis on a notre personne, notre technicienne en santé animale. Bon, alors ça, c'est ce qui finit la présentation de la théorie. Je pourrais élaborer encore plus, là, mais je pense que ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire. L'autre chose qu'on peut faire, je vais te dire tout de suite avant de l'oublier, étant donné que si je vais là juste pour une journée, même une semaine, je ne pourrais pas faire de budget d'activité quotidienne. Si on me demande de regarder les conditions de vie de plusieurs animaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux chronométrer quand même des comportements que je trouve étranges ou si je vois 2 individus qui ont beaucoup d'agression. Alors, je veux voir la durée
Et l'intensité, dans le fond, des comportements en éthologie, ce qui nous intéresse, c'est la durée et l'intensité et la fréquence. Il y a trois choses qui nous intéressent dans un comportement. Donc là, on pourrait, avec notre minuteur ou le chronomètre, on pourrait chronométrer le temps que dure, par exemple, une agressivité entre deux individus. On pourrait chronométrer ce qui nous semble être une stéréotypie, parce que des fois, c'est pas toujours évident, on n'est pas certain. À ce moment-là, on filme, on peut filmer. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de filmer puis de minuter en même temps. On peut s'apporter un trépied, puis on installe notre appareil photo ou le téléphone ou une tablette, toujours prêt. Alors, s'il arrive quelque chose, tic, pèse sur le piton, pèse sur l'autre piton et c'est enregistré. Et même à ça, on n'aurait peut-être même pas besoin de chronomètre parce que la durée du film va nous dire la durée de... Sauf que moi, j'aime mieux avoir que ça soit juste parce que des fois, le film a le temps de se rendre, puis tombe, bon, ça peut peut-être pas être juste. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Ça peut être, ça en éthologie, là, tout nous intéresse. Là. Ça peut être une mère qui alimente ses bébés, combien de temps que ça dure. Ça peut être tout ce qui peut être intéressant pour le lecteur. Quand tu aimes le comportement animal, là, ben, tu aimes tout ça, tu veux tout savoir. Donc ici, je vais vous donner, je vais terminer avec ça, j'ai quelques photos, j'ai des vidéos aussi, mais je ne les montrerai pas aujourd'hui, je n'aurai pas le temps. Si ça vous intéresse, ceux qui sont là, je pense que jeudi prochain, je pourrais peut-être montrer des vidéos de comportement, puis d'autres vidéos d'habitat. Parce que là, aujourd'hui, les vidéos, je les avais mis, finalement, ben, j'ai fait comme hier la gaffe d'avoir 2 pages ouvertes pour le StreamYard, ce qui fait que ça m'a encore donné de l'écho. Fait qu'en arrangeant ça, ben, j'ai perdu ma page avec où j'avais mis les vidéos. C'est pas grave. Ici, on a un habitat des morses. Alors, les morses qui ont un bassin, qui a un autre bassin ici. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais c'est comme on passe en dessous d'un mur. Ça, c'est les morses qui peuvent passer sous le mur pour aller de l'autre côté, parce que c'est de l'autre côté que se faisait, parce qu'il n'y a plus de morses au parc aquarium, le spectacle des morses. Alors, chaque soigneur animalier, ici, dans cette région ici, là, chacun conditionnait son morse. Parce que tu ne peux pas partir avec une bête de cette grosseur-là, là, qui n'est pas conditionnée et qui n'est pas avec toi pour aller faire ton spectacle de l'autre côté. Donc, ici, on les conditionne, il leur parlait beaucoup, puis chacun partait avec son morse attitré et allait faire le spectacle de l'autre côté. Bon, moi, je ne suis pas pour les spectacles, tout ça, mais je suis obligée de dire que vraiment, c'était un excellent entraînement avec un spectacle qui était spectaculaire, si je peux dire. C'était vraiment, bon, c'était bon. Que voulez-vous que je ne suis pas pour ça, mais là, je suis obligée de dire que, dans le fond, ça les occupe aussi. C'est des morses à lesquelles on enlève, malheureusement, on enlève les défenses. Mais je dis malheureusement, mais c'est parce que c'est sûr qu'ici, c'est en ciment. Là. Donc, c'est sûr qu'ils sortent de l'eau, ils vont se casser. Là. Les défenses vont se casser. Donc, ils les enlèvent. Aussi, ils ne veulent pas avoir de troubles, d'agressivité avec le mâle là, qui avait vraiment des grosses défenses en devenir. Quand il était jeune, on voyait ça que ça s'en venait assez spectaculaire. Donc, ça, c'est un habitat des morses. Est-ce qu'on peut dire que c'est naturel, artificiel? Ben, c'est sûr que c'est plutôt du type artificiel. Maintenant, ici, on a un habitat d'ours grizzly. Ce sont des jeunes ours. Là, on est au zoo sauvage de Saint-Félicien. Si vous ne connaissez pas ce zoo-là, c'est le zoo le mieux au Québec. Il n'y a aucun zoo là, qui arrive à la cheville du zoo sauvage de Saint-Félicien. Eux, ce qu'ils ont décidé, il y a quelques années, ils ont décidé qu'ils faisaient un virement, un grand virage. Pas un virement, mais un virage. Il y avait beaucoup d'animaux, comme tous les zoos, là, des animaux exotiques, des animaux nordiques, bon. Et eux ont décidé de se consacrer au bien-être animal et de garder seulement quelques animaux, mais de leur faire
beaucoup de place. Alors, c'est exactement dans mon optique. C'est pour ça que j'aime le zoo de Saint-Félicien. Je ne suis pas pro-zoo, mais je suis obligée de dire que celui-là, vraiment, il est spécial. Alors, moi, c'est mon optique d'avoir au centre de recherche, d'avoir quelques animaux, mais que ce soit grand, très grand. Alors, eux, ces 3 grizzlies-là, ce sont des oursons nés aux États-Unis. Leur mère a été tuée. Les gardes forestiers les ont trouvés. Et là, ils ont fait appel au réseau des zoos. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un réseau de zoos mondial. Et c'est le zoo de Saint-Félicien qui a décidé de les prendre. Mais c'est extrêmement grand. C'est très, très grand. Ce que vous voyez ici, la passerelle en haut, ça, c'est les visiteurs qui peuvent se promener sur ça. Donc, ils n'ont pas réellement de visiteurs à proximité et ça ne les intéresse pas non plus. Il y a un immense bassin, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est dans le bas à droite. Puis, ils ont toute une partie arrière, c'est immensément grand. Donc, bon, est-ce qu'ils sont malheureux? D'après moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'ils sont ensemble, premièrement. Ils ont beaucoup d'espace. Ils jouent beaucoup. Ils courent beaucoup. Ils se baignent. C'est des ours qui aiment se baigner, qui sont en l'eau. Si vous vous rappelez que les grizzlies aiment beaucoup l'eau. Et là, il avait eu un enrichissement, c'était pour l'Halloween. C'est une immense araignée. Bon, c'est artificiel, mais c'est fait avec des aliments. Donc, c'est quand même bien pensé. C'est une araignée. Et eux, quand on les a vus, quand ils découvrent ça, sont tout excités. C'est de la nouveauté. Alors, c'est ça. Donc, il y a des grizzlies, il y a des ours polaires. C'est très, très grand aussi. Maintenant, ils sont rendus avec 2 femelles reproductrices. Alors, eux reproduisent les ours polaires. Et à l'âge de 2 ans, les oursons s'en vont. Comme c'est dans le milieu naturel, les oursons s'en vont ailleurs. Là, c'est le petit côté qui m'agace parce que là, on dit qu'on est taxé sur le bien-être animal. Je suis d'accord avec eux, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont fait comme aménagement. C'est louable d'avoir pris. Et eux, ils disent dans leur texte expliquant pourquoi ils ont pris cette décision-là, c'est qu'ils étaient tannés de se faire dire que les animaux faisaient pitié. Ah, ça, c'est celui-là fait pitié. Là, l'autre fait pitié. Alors, ils ont décidé de faire ça grand et de leur donner le plus possible une allure un habitat d'allure de type naturel. Vous ne le voyez pas tout, mais ce n'est pas rectangulaire ni carré. C'est différentes formes. Déjà là, c'est quelque chose. Et tout le sol est complètement naturel. Là, je n'ai pas les photos, je n'ai pas de film non plus, mais il y a des primates. Et les primates n'ont pas aucune clôture. Ce sont des arbres. Il y a beaucoup d'arbres et chaque arbre est électrifié. Donc, c'est comme les vaches, dans le fond, c'est que tu touches à ça une fois et c'est fait. Tu ne retouches pas après. Et en tout cas, je partais pour dire demain, pas demain, mais la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse, la semaine prochaine, je pourrais montrer des vidéos. Puis je pourrais montrer aussi des vidéos de comportement. Alors, qu'est-ce qui est stéréotypie, etc. Je pourrais montrer des choses comme ça la semaine prochaine, étant donné qu'on a vu pas mal de théories cette semaine. Bon, là, c'est mon gros nounours polaire qui a son plat de croquettes. Alors, là, il vient de sortir de son habitat de nuit et en sortant, il a son plat de croquettes. Alors, est-ce que c'est approprié pour un ours polaire? Bien, c'est sûr que la réponse, c'est non. Mais ce n'est pas des croquettes pour chiens, c'est vraiment des croquettes adaptées. C'est la même chose, les primates ont des croquettes adaptées pour les primates qui contiennent toutes les vitamines, etc. Sauf que, comprenez que manger des petites croquettes comme ça, puis après ça, manger des petits poissons longs comme ça, c'est pas comme manger un phoque. Ça n'a aucun lien. Donc, les animaux, surtout les carnivores, les prédateurs, ont beaucoup de problèmes de dentition. Il y avait son plat, mais il y avait aussi le soigneur avait caché des choses un peu partout dans son habitat qui, lui, restait dans l'habitat des ours polaires, l'ancien habitat. Pour la semaine prochaine, je pense que je vais essayer de vous montrer l'ancien habitat et le nouvel. Vous allez voir la différence entre les deux.
Ça, c'est un oiseau de proie, mais lui, je pense qu'il n'y a pas rapport dans le décor. Non, lui, c'est un oiseau de proie dans le milieu naturel. Ça, c'est mon cougar préféré. Il n'y a pas rapport non plus, mais je le trouve beau. Je le trouve tellement beau avec son nez rose. Lui a été élevé par des humains et il s'ennuie tellement. Et à chaque fois qu'il voit un humain approcher, là, il parle, et puis là, il suit, puis là, il se met à ronronner. Il ronronne. Ça fait pitié. Un animal sauvage élevé par des humains, puis là, qui se retrouve en captivité. Et là, il ne s'intéressait pas. Il y avait 2 autres cougars avec lui. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les humains. Qualité de l'eau des bassins, ça, je voulais vous montrer ça. Alors, juste avoir la couleur, on peut s'interroger, n'est-ce pas? Alors, risque de bactéries, risque de maladies. Même chose ici. Même problème, tortue. Là, en plus d'être de couleur verte, c'était comme visqueux, vraiment sale, là, ça n'a pas de bon sens. Et dans ce bassin-là, il était supposé avoir 2 tortues, mais il y en avait seulement une. Donc, on peut se poser la question. Donc, ça, c'est la qualité de l'eau qui te laisse à désirer. Je ne sais pas, je pense que j'en ai d'autres. Non, vidéo, c'est ça. Malheureusement, je n'ai pas mes vidéos. Ça fait que si ça vous intéresse, la semaine prochaine, je vais enlever ça, là, je vais quitter ça ici. Je n'ai pas vu s'il y a des commentaires. Attends un peu. OK, il y a des choses ici. Bonsoir à tous, soyez bienvenus. OK, bonjour. Adopter les bébés aussi. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est quoi ça? Adopter les bébés aussi. OK. OK. Laurie, c'est ta question. Comment peut-on savoir si un zoo est accrédité? Ou est ça, par exemple, c'est écrit sur leur site ou sur une charte? Souvent, ça va être écrit zoo accrédité, où on va avoir toute une liste. Ici, comme au Québec, c'est l'Association des zoos et aquariums du Québec. Ça s'appelle l'AZAC. Après ça, tu as la ZAC avec un C. Ça, c'est l'Association des zoos et aquariums du Canada. Tu as la même chose aux États-Unis aussi. Et tu as la même chose au niveau mondial. Donc, eux, ils ont une propre organisation. Un zoo qui veut en faire partie, il faut qu'il applique pour ça. Il y a des conditions. Si le zoo ne remplit pas les conditions, il ne sera pas accrédité. S'il remplit les conditions, il est accrédité. C'est renouvelable d'année en année, si ma mémoire est bonne. Et pour savoir si un zoo est accrédité, comme aux États-Unis, il faudrait que tu ailles voir Zoo USA accréditation. Tu devrais être capable de le trouver. Pour les associations que je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas des zoos aux États-Unis, les associations, les refuges, c'est la même chose, sont accrédités, pas par le même organisme, mais par un organisme dont je n'ai pas le nom, là, je pourrais te le trouver. Et où je disais qu'il y a des règles à respecter pour faire partie de cette association-là. Puis j'aimerais bien qu'au Québec, on ait ça, avec obligation de castrer les mâles, au moins. Et si tu as. Je dirais que c'est la même chose dans les zoos. Les zoos, si tu te prétends zoo ou refuge, si tu es refuge, il faudrait que tu casses tes mâles. Donc, si tu es seulement zoo, continue à faire de la reproduction, ça peut être correct, là. Mais si tu n'es pas un zoo, tu te prétends zoo refuge, parce que là, il y en a beaucoup qui disent ben là, on n'est plus tellement un zoo, on est plus refuge. Mais si tu es refuge, ce serait bien que tu fasses ta castration, mais il n'y a pas de loi là-dessus. Il faudrait que je me batte pour ça. Bon, si on parle d'argent, c'est parce que tu es capable d'enlever ça, supprimer. Bon, lui, on enlève. Parfois, les zoos disent, Adriana, je vais l'afficher. Parfois, les zoos disent aux gens qu'ils peuvent adopter les bébés. Ça veut dire que les gens peuvent donner une quantité d'argent, c'est ça, à chaque mois au zoo pour l'entretien des besoins du bébé animal. Oui. Adopte ton gorille, adopte ton lion. Ça se fait beaucoup. Ça se fait dans les refuges aussi. OK, ça doit être Claire qui a répondu. EAZA en Europe. Ça, je ne sais pas la mondiale, hein? Je pense que c'est juste celle-là d'Europe.
Ah, OK, tu voulais parler des refuges, là. Je voulais parler des refuges. Oui, tu cherches sanctuaire accrédité USA. Je suis certaine que tu vas le trouver. Je m'étais sorti toutes les informations là-dessus parce que je faisais affaire avec quelques refuges là, que je leur donnais, je leur faisais de la publicité. Puis, j'avais vu ça. Je trouvais ça super intéressant qu'il y ait une loi comme ça, un règlement. Si tu veux faire partie de cette association-là, là, c'est vraiment super. Ah, bon. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je ne sais pas ceux qui sont là, si ça vous intéresserait la semaine prochaine, si je continue, ça va clore le sujet, là, que je vous montrerai des vidéos de comportement. Puis, on verrait d'autres habitants ensemble. Là, étant donné que là, on a vu toute la théorie, là, on pourrait passer à plus de photos, plus de vidéos. Si le temps passe quand même vite, là. Oui, je suis partante. Ah, tiens, j'oublie tout le temps. Oui, je suis partante pour la semaine prochaine aussi. Fait que la semaine prochaine, ben, ça serait jeudi, là, si tout est correct, là, ça devrait être jeudi. Oui, ça m'intéresserait. Laurie a dit oui, ça m'intéresserait beaucoup. Oui, c'est ça. C'est qu'on voit bien, on dit une image vaut 1000 mots, là, c'est vrai ça. Puis des bonnes vidéos, là, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est juste qu'il faut que je me sache comment je fais pour qu'ils restent là. Pour pas que j'aille les chercher une à la fois. Ah, ça fait qu'alors, c'est ça. Ça fait quand même presque 45 minutes. Bon, c'est pas croyable. Ça passe vite, vite, vite. J'aurais pas de parler. Donc, si vous avez des questions, ben, vous les laissez, là, vous pouvez les laisser en commentaire. Alors, ben, moi, ça m'a fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui, puis de faire cette deuxième présentation. Fait que, on se dit à la semaine prochaine. Donc, ce serait jeudi. Je sais pas, de midi et demi, là, il me semble que ça va mieux. Est-ce que tout le monde serait correct pour 12h30? Bon, Adriana a dit oui, parfait. Je sais qu'en Europe, vous êtes plus tard, là, mais bon, puis Laurie a dit oui, parfait. Bon, Laurie dit oui, Adriana dit oui, ben, bon, Joanne a dit oui, puis Claire dit oui. Je sais que Claire dit oui. D'accord, alors sur ça, je vous laisse et je vous dis bon week-end et bon, on se voit la semaine prochaine, jeudi prochain. Vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Bye bye. Merci beaucoup encore une fois, c'était super. Ben, merci. Merci, Adriana dit merci. Bon week-end également. Oui, on va profiter. Je ne sais pas quelle température là-bas, mais ici, là, on est comme en température estivale. Il faut en profiter.